Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. Et oui, le discours engagé d'Albert Camus lors de la remise de son prix Nobel, c'est en 1957, André Berkoff. Aujourd'hui, il est l'un des auteurs français les plus lus dans le monde. Et Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, lui rend un très bel hommage, un hommage très émouvant dans un livre très personnel qui vient de paraître, André Berkoff, chez Plomb. Oui, Camus, notre rempart. Très très joli mot, notre rempart, parce que je rappelle que Camus a connu, Albert Camus, le purgatoire. Il est mort en janvier 1960. Et je me rappelle d'un titre très ricanant qui s'appelait Albert Camus, philosophe pour classe terminale. Oui, il fut un temps où on disait oui, Camus, l'humanisme méditerranéen, pas très sérieux, tout ça, c'est bien, c'est émotif, tout ça. Eh ben non. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a découvert effectivement ce qu'était Camus. Camus le héros, H-E-R-A-U-T, des valeurs, d'un certain nombre de valeurs qui sont infracassables et qui sont extrêmement importants. Et justement, le livre d'Hubert Védrine est passionnant parce que il parle de cette totalité de Camus, aussi bien le Camus de noces, de l'été, de l'étranger. Et puis, Hubert Védrine a été effectivement à l'Élysée pendant 14 ans. Il a été 5 ans ministre des Affaires étrangères. Et puis, voilà, à ce stade, à un moment donné, il retrouve et il relit les œuvres complètes d'Albert Camus. Et puis, il voit quoi ? Quelqu'un, et non pas ce que disait Sartre, un homme de tous les hommes, fait de tous et qui vaut n'importe qui. Il voit quelqu'un qui est à la mesure de l'homme, est à la valeur de l'homme et qui quand même aujourd'hui est d'une actualité absolument totale, Céline. Et oui, Camus qui écrivait effectivement en 1944 « Mal nommer les choses » s'est ajouté au malheur du monde, pardon. Cette phrase est effectivement toujours d'actualité, André Berkoff. On va en parler dans un instant avec Hubert Védrine. Alors restez avec nous. Camus, notre rempart, c'est dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Petit pauvre d'Alger, à Paris, naufragé, l'homme épuisé de femmes, de soleil et de larmes. Toi l'homme révolté, par la misère hantée, qui préféra ta mère à la justice amère. Ô Camus, je te pleure, mon héros tu demeures, toi qui es mort d'un Dostoïevski dans le cœur. Albert Camus, cet immense écrivain qui vous a passionné dès l'enfance, Hubert Védrine. Salué ici par Serge Lama. Exactement, sublimement salué par Serge Lama. Hubert Védrine, votre passion ne vous a jamais quitté. Alors bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonjour. Jusqu'à 14h. Alors vous publiez chez Plomb Camus, notre rempart, un livre hommage très émouvant que vous introduisez par ce flash spécial que vous aviez entendu à la radio le 4 janvier 1960. À l'époque, vous aviez à peine 13 ans. Petit pot. C'est de cet amas de ferraille que l'on a retiré le corps d'Albert Camus, coincé entre le tableau de bord et le dossier de son siège, d'Albert Camus qui avait été tué sur le coup. De la manière dont a été disloquée la voiture, on se rend parfaitement compte de la puissance du choc.
On a retrouvé des parties de la machine à plusieurs dizaines de mètres du lieu de l'accident, et mademoiselle Gallimard a été projetée de l'autre côté de la route, agrippée à son coussin, ce qui lui a valu d'avoir la vie sauve. Son père, Michel Gallimard, qui était au volant, souffre de plusieurs fractures du crâne. Une roue avait, paraît-il, éclaté. La voiture marchait à grande allure. Quoi qu'il en soit, le bilan est tragique et il a causé dans notre région un émoi considérable. Et oui, malheureusement, Michel Gallimard donc n'a pas survécu à ses blessures. Hubert Védrine, la mort de Camus a été un choc pour vous? Alors d'abord, j'étais ému tout à l'heure d'entendre la voix de Camus, parce qu'avant le choc de la mort que je raconte, c'est le début du petit livre là, très, très personnel que j'ai écrit. Mes parents m'avaient offert un disque après qu'il eut le Nobel. Il y avait un disque dans lequel il y avait des textes de Camus, des textes du Parigi, des textes des pièces de théâtre, des morceaux de pièces avec Maria Cazares, avec Alain Cuny, enfin des gens comme ça. Donc j'avais déjà là, cette voix si particulière, nasillarde dans l'oreille, et déjà une passion. Et avec quelques amis, on écoutait le disque sans arrêt, et j'en connaissais au moins 20 à 30 pages par cœur, en fait, de l'étranger, des choses comme ça. Ce qui fait que quand arrive le choc, c'est quelqu'un auquel j'ai déjà développé une relation personnelle, si je peux dire, à distance. Alors que vous étiez enfant, encore. Oui, je suis ado, quoi. Oui, ado. Je suis ado. Donc il y a ce choc, c'est le point de départ de mon petit récit. Et après, j'ai continué, mais je suis entré dans le monde camusien. Alors, je suis pas un expert total, parce que j'ai découvert, grâce à vous, la chanson de Lama, qui est magnifique. Pourtant, je suis assez camusien par rapport à... Bon. Et oui. Donc, je suis entré... Et adolescent, en fait, vous le dites dans votre livre, vous avez été ébloui par le Camus de l'étranger, de Noces et de l'été. Alors d'abord, c'est Noces et l'été, notamment Tipaza, qui est très important pour moi, puis l'étranger. Le reste, je le découvre après. Pourquoi Tipaza très important pour vous, Hubert Védrine? Écoutez, j'étais ébloui, je ne sais pas, c'est mystérieux, mais dans Noces et l'été, il y a le texte de Camus dans les essais avant la guerre, il y en a un après, Retour à Tipaza. Je trouvais ça tellement beau que dès que j'ai gagné un peu d'argent de poche en donnant des cours d'histoire géo dans une boîte privée, j'ai été à Tipaza. Ouais. J'ai passé 2 journées à flâner dans Tipaza. Et c'est devenu une sorte de lieu un peu emblématique, imaginaire, pas forcément lié à l'endroit où c'est d'ailleurs. C'est très important, et je suis revenu régulièrement par rapport à ça. C'est une sorte de définition de la beauté. Alors on est avant, je dis quelque part, j'avoue je rappelle qu'on est avant 68. Ouais. Donc on n'est pas dans une époque... Oui, on est en 1965 exactement. 65. Ouais. Donc je rappelle qu'on n'est pas dans une époque de sexualité débridée, pour dire les choses directement. Donc il y a une sorte de sensualité contenue chez un jeune adolescent, et les mots de Camus, à mon avis, là-dedans, dans Noces, dans Tipaza, ont une force d'autant plus considérable qu'on est dans ce moment-là. Après, ça m'a jamais quitté. Mais j'ai reçu d'ailleurs, depuis que le livre est paru, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai déjà reçu des petits messages de gens qui disent « Tipaza a beaucoup compté sur moi ». Ah oui. Pour moi. Ah oui. Et vous dites que Tipaza aura été votre colline inspirée, comme celle de plusieurs gens de votre génération, en quelque sorte. C'est une sorte de méditation autour de la beauté, la sensualité. Bon, il y a l'écriture de Camus, il y a le Sud, il y a la Méditerranée, que j'ai découvert à d'autres endroits. Mais enfin, en tout cas, c'était très fort. Donc le témoignage, c'est que j'entre dans Camus, pas par le mythe de Sisyphe, pas par l'homme révolté, pas par la philosophie, par la sensualité, on va dire. La sensualité, le soleil, et la beauté, l'Algérie, et la beauté, absolument. Et oui, il faut dire que l'étranger, c'est vrai aussi, mais quand je le relis maintenant, je le dis, c'est la limite de la provocation, mais je dis c'est un drame de la canicule, en fait. Quand on lit l'étranger aujourd'hui, l'impression de chaleur accablante, sans arrêt. Un drame du réchauffement climatique, c'est ça? C'est avant le réchauffement. Donc vous voyez, c'est encore pire après. C'est encore pire après. Alors justement, vous parliez effectivement de ce disque que vous écoutiez sans relâche quand vous étiez adolescent. Écoutons un extrait où Camus lit des pages de l'étranger. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2h et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content.
Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à 2h. Il faisait très chaud. Très très beau, c'est le début, Hubert Védrine, c'est le début. Oui, c'est le début. C'est tout à fait le début et c'est fabuleux d'ailleurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit aujourd'hui, on peut le citer, combien par exemple un Kamel Daoud qui est éditorialiste dans Le Point, au jour l'hebdomadaire, est inspiré de Camus. Enfin, il a fait d'ailleurs une espèce Je parle de lui. Oui, vous l'avez J'ai parlé avec lui. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, effectivement, oui. Et vous savez, dans le texte qu'on vient d'entendre, c'est le cas dans toute l'écriture de Camus, il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas un mot à enlever. C'est très rare, ça. D'où la force, à mon avis. C'est l'écrivain. Dans la suite de l'affaire de l'étranger, après l'assassinat de l'Arabe sur la plage, je dis l'Arabe parce qu'il n'a pas de nom, précisément, et certains lui ont reproché, sur la plage, le procureur qui va réclamer la peine de mort va se servir de ça pour montrer l'insensibilité monstrueuse du personnage qui est Meursault par rapport à la mort de sa mère. Oui, c'est fabuleusement écrit, et c'est vrai, c'est magnifique. Et la chose la plus importante, je trouve, c'est quand vous dites on a pénétré, et c'est vrai, vous avez connu Camus par la sensualité, par le soleil, par la plage, par la mer, et lui, au fond, quelque part Hubert Védrine, c'est que toute la philosophie, c'est ce qui les différencie de Sartre, mais de beaucoup d'autres, il a été marqué par ça. C'est-à-dire, si c'était pas un terrien méditerranéen, il n'aurait pas écrit les mêmes choses et pensé les mêmes choses. Oui, et on peut ajouter que s'il n'était pas d'une famille ultra pauvre, vraiment pauvre, à un point inimaginable, vraiment les pieds noirs basiques arrivaient de Minorque avec une grand-mère et une mère analphabètes. C'est dingue, il y a eu le prix Nobel après. Ouais. Donc il y a tout cet élément-là. Même sa mère était analphabète ? Elle était à moitié, puis elle était à moitié sourde. Enfin bon, il y a quand même des handicaps incroyables jusqu'à ce qu'il y ait un personnage merveilleux auquel il va dédier le discours de Suède du prix Nobel, M. Germain, l'instituteur. C'est extraordinaire, c'est l'instituteur. Les hussards noirs de la République. Et il va détecter chez le jeune Albert, qui veut surtout faire du foot, en fait, avec ses copains dans la rue, détecter un don, une capacité. Il va essayer de convaincre la grand-mère, qui est une femme dure, une espèce de paysanne, qui a le plus grand mal à nourrir la famille. Donc il va essayer de convaincre la grand-mère qu'il faut qu'elle accepte la bourse qu'il a trouvée pour ce jeune garçon. Elle a dit oui, mais il est déjà employé dans la quincaillerie, puis on a besoin de son argent. Vous savez, c'est comme dans les vies paysannes, ça. Bien sûr. Donc le rôle de Germain, c'est incroyable quand on pense Il lui a changé la vie. Enfin, complètement. C'est magnifique. Alors à l'adolescence... Donc il garde ça tout le temps. Et quand il y aura les débats dans le Paris féroce d'après la guerre, le Paris très très progressiste, il y aura toujours cette dimension. Moi, je suis d'origine pauvre en vrai. D'ailleurs, dans la polémique avec Sartre, où je trouve Sartre effrayant, mais il est toujours brillantissime, mais effrayant. Bien sûr. Il lui dit, vous avez peut-être été pauvre, mais vous ne l'êtes plus. Enfin, ça joue un rôle. Hein. En fait, Camus, Hubert Védrine, c'est le contraire de ce qu'on appelle aujourd'hui les bobos gauchos. Le contraire absolu, oui. Les antipodes. Oui. Alors, à l'adolescence, vous êtes, on l'a dit il y a quelques instants, vous êtes surtout intéressé au Camus, donc écrivain. Qu'est-ce qui fait, vous qui rêviez de devenir journaliste, vous ne vous êtes pas intéressé justement au Camus, journaliste, engagé et très courageux, surtout l'éditorialiste qu'il a été? Je l'ai découvert après, mais vous savez, j'ai eu ce flash, coup de foudre en quelque sorte, puis après la vie continue, hein. Faut préparer les examens, le bac, entrer à Sciences Po, faire des voyages. J'ai rêvé de voyages sans arrêt, donc c'est toujours en fond de ma propre vie après. Mais la vie galope. Et donc je me suis pas interrogé sur le Camus à ce moment-là. Mais quand j'ai revu, après, quand j'ai relu de ce qu'il écrit et tout ce qu'on a écrit sur lui, c'est là où j'ai vu que, par exemple, le reportage sur la misère en Kabylie était un élément fondamental. Ah oui, c'était en 39. Ouais. Voilà. 39, ouais. Et il a vu la vraie misère, donc il n'oubliera jamais ça. Donc il sera toujours quelle que soit la violence de l'affrontement avec le clan progressiste, on va dire, il sera toujours de gauche de cette façon-là. Est-ce qu'on peut comparer, et attention, comparaison, on n'est évidemment pas raison,
Le retour à Tipaza de 52 de Camus avec le retour du RSS de Gide. Non, parce qu'il n'y a pas la dimension politique, ça n'a pas les mêmes conséquences. Et ce que dit Gide a une importance énorme par rapport à une époque où c'est tout à fait impossible de critiquer l'URSS, de dire qu'il y a des goulags. Enfin, le mot apparaîtra après avec Solzhenitsyn. Donc ça n'a pas la même importance. Mais il y a un côté, la guerre est passée par là. Entre le Tipaza d'avant la guerre et puis le Tipaza d'après, Tipaza sous la pluie, entouré de barbelés, c'est pas le même monde, même si ça joue un rôle dans le cœur de Camus. Donc on ne peut pas comparer les deux. En revanche, quand il y aura le débat, lui contre Sartre, et que Camus dira dans L'homme révolté, on a des tas de raisons de se révolter, mais il n'empêche que ça ne justifie pas le meurtre politique. Jamais, comme dans la pièce où il met en scène l'anarchiste russe qui lance pas la bombe contre le grand-duc parce qu'il y a des enfants dans la voiture. Bon, donc il y a un élément fondamental de rupture, là, mais pas dans Retour à Tipaza. Non, mais ce qui vous avez la même pensée, moi. Enfin, absolument, mais ce qui est intéressant, c'est comment Camus a effectivement tout le temps, alors que la doxa progressiste au sens gauchiste du terme de l'époque était absolument prégnante, lui dit, n'oubliez pas... C'était plutôt stalinien que gauchiste. Hein. Stalinien, oui, c'est vrai. Mais on est encore sous Staline. Hein. C'est vrai, mais enfin, les gauchistes staliniens, ça existe encore aujourd'hui. Après, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il a dit, je voudrais qu'on passe un peu, quand il a dit « je n'oublie pas ma mère » par rapport à la justice et sa mère, ce qui a été fondamental, ça. Parce qu'il dit la justice, c'est-à-dire, si tu avais un certain nombre de gens qui disaient « c'est ça le droit », je disais « oui, mais n'oubliez pas ma mère ». Oui, mais c'est plus conjoncturel, c'est tout à fait vrai. Hein. Mais en fait, il est à Stockholm pour recevoir le prix. Et il y a le discours de Suède, et puis il y a une conférence de presse. Et là, il y a un étudiant algérien, nationaliste, qui vient l'attaquer, un peu l'agresser, parce que les positions de Camus sont pas claires du point de vue du nationaliste. Camus n'est pas pour l'indépendance de l'Algérie n'importe comment. Et il pense à ce peuple, non pas des colons. Il y a des colons, très bien, hein, bon. Enfin, il y a toute une population. Il y a des grands colons qui sont durs, il y a des moyens colons, et puis il y a une population basique. D'où vient sa famille? Et quand la question lui est posée, il y a du terrorisme à Alger. Il a peur que sa mère, qui vit à Alger, monte dans un tramway, soit victime d'un attentat. Oui. C'est là où il dit, entre la justice et ma mère, désolé, mais je pense d'abord à ma mère, en fait. À ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il balaie la justice. Non. Donc il y a une interprétation exagérée de ça. Et d'ailleurs, dans un livre récent, Dictionnaire amoureux de Camus, par Mohamed Essaoui, très bien, il raconte que l'étudiant en question, après, il a pas eu le remords de ce qu'il a dit, mais il a voulu rencontrer Camus pour lui parler. Et trop tard, Camus est mort. Et donc, il a été sur la tombe de Camus à Lourmarin. Vous y avez été vous-même? Oui, j'y ai été avec mon ami, mon collègue devenu ami, Joschka Fischer, le chef des Verts allemands, qui lui respectait énormément Camus comme la figure de l'antitotalitarisme à l'époque où c'était presque impossible à assumer. Ah oui. C'est vrai, à l'époque, il passait... Ah oui. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous aviez en 2002 relu effectivement son œuvre. Il y a des textes qui vous ont particulièrement marqué. À partir de 2002, disons. Exactement, quand vous avez quitté le gouvernement, en quelque sorte. Les textes qui vous ont particulièrement marqué, c'est Le Premier homme. On peut dire que ça reste son texte majeur. Il y a des textes un peu oubliés. Enfin, l'ensemble de l'œuvre est majeur. Hein. Il y a des textes un peu oubliés, comme la préface de L'Envers et l'Endroit, qui est formidable, où il y a toute la suite. Et alors, il revient toujours à la mer. Il dit « J'ai vécu dans la misère et le soleil ». On a du mal à associer les deux dans notre tête. Mais il y a plein de textes formidables à relire ou à découvrir. Mais je trouve que le livre posthume, qui était dans la fameuse voiture qui a explosé, là, contre le platane, lors de qui son est devenu accident, le premier homme, qui a été publié grâce à Catherine Camus, la fille d'Albert Camus, qui a donné son accord au bout d'un certain temps. C'est un texte magnifique, absolument magnifique, qui reprend la trame, et comment dire, ça ordonne l'ensemble de ce qu'il a dit aux différentes époques, quand il est sensibilité de... Il a même été membre du Parti communiste à un moment donné, brièvement, mais il n'a pas attendu, il a compris... Mais c'était en Algérie encore, là. En Algérie, c'est ça. Avant la guerre. Avant la guerre. Il n'a pas attendu les événements qui ont amené certains autres, mais longtemps après. Le rapport Khrouchtchev, etc., et Solzhenitsyn. Il n'a pas eu besoin de ça pour sortir. Ouais. Enfin, il y a tout un itinéraire. Après, il y a toujours la famille, mais tout ça est absolument parfaitement fusionné, parfaitement harmonisé. Les mots sont magnifiques. L'écriture de Camus, que je trouve formidable
émouvante depuis le début, est encore plus claire. Et c'est immensément, évidemment, c'est tragique qu'il soit mort si tôt. Mais il avait annoncé que c'était le début d'un nouveau cycle. Il y avait d'autres livres en préparation qu'on ne connaîtra jamais. En tout cas, c'est merveilleux, ce livre. Oui. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ils peuvent entrer dans Camus par ce livre, à mon avis. L'envers. Le premier homme. Le premier homme, oui. En revanche, vous dites que vous avez eu du mal à re-rentrer dans la peste. Oui, alors, j'ai lu un peu par acquis de conscience le mythe de Sisyphe, l'homme révolté, important dans l'affaire de la polémique. Et la peste, je trouve ça bien, mais il y a un côté un peu lourd dans la peste. Elle est utilisée souvent de façon un peu lourdingue dans les transpositions. Mais bon, c'est un grand texte, bien sûr. On voit bien ce qu'il veut dire, mais on ne peut pas non plus le extrapoler à toutes les situations de 20 ans, 30 ans, 50 ans après. Bon, c'est important, je ne néglige pas, mais j'ai pas eu la même sensibilité spontanée, même s'il y a des personnages magnifiques, comme Rieux, dans La Peste. Oui. Juste un mot, par rapport à ça, c'est intéressant, parce que ça n'a rien à voir, mais vous voyez, vous parlez de la misère et du soleil. C'est intéressant quand même, la chanson d'Aznavour, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, ce qui n'est pas faux. Est-ce que Camus... Oui, parce qu'il parle beaucoup de la grisaille de Paris. Il n'aime pas Paris, en fait. Ah oui, il n'aimait pas. Oui. Il n'aimait pas Paris. Hein. Il disait déjà à l'époque, il disait Paris est sale, il y a des pigeons. Oui, et alors il dans n'aime l'étranger, pas le genre d'intello progressiste d'après la guerre qui se rattrape en faisant des tonnes. Bon, il n'aime pas ça. Mais la ville, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à ça. Donc on revient toujours au soleil. C'est pour ça qu'il va, à cette lumière, après des années, aboutir à Lourmarin, à mon avis. Et oui, et Lourmarin était... Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est intéressant, on va en parler en seconde partie d'émission, mais quand même, vous dites Camus notre rempart, mais est-ce que vous pouvez dire aussi Camus notre contemporain ? 60 ans après sa mort, plus de 60 ans après sa mort. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas que je sois tiré par les cheveux. Mais c'est un peu la tentative critiquable, je reconnais, et un peu exagérée, à la fin du petit essai. Mais d'abord, le rempart, c'est le rempart contre le fanatisme. Compte tenu de la façon dont il a été déchiré, légitimement, honorablement, dans l'affaire de l'Algérie, il n'aurait jamais pu être manichéen après. Il n'aurait jamais été binaire. La plupart des gens contemporains, surtout à l'époque des réseaux, de l'Internet, qui extrapolent tout, sont binaires. Un peu binaire, c'est jamais de dire. En tout cas, au fil du temps, Hubert Védrine, votre passion pour Camus n'a jamais faibli. On va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Alors à tout de suite, restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Quand j'habitais Alger, je patientais toujours dans l'hiver, parce que je savais qu'en une seule nuit froide et pure de février, les amandiers de la vallée des Consuls se couvriraient de fleurs blanches. Je m'émerveillais de voir ensuite cette neige fragile résister à toutes les pluies et au vent de la mer. Chaque année pourtant elle persistait, juste ce qu'il fallait pour préparer le fruit. Ce n'est pas là un symbole. Nous ne gagnerons pas notre bonheur avec des symboles. Il y faut plus de sérieux. Je veux dire seulement que parfois, quand le poids de la vie devient trop lourd dans cette Europe encore toute pleine de son malheur, je me retourne vers ces pays éclatants où tant de forces sont encore intactes. Je les connais trop pour ne pas savoir qu'ils sont la terre d'élection où la contemplation et le courage peuvent s'équilibrer. Et oui, Serge Reggiani, André Berkoff qui lit Les Amandiers d'Albert Camus. Ce lumineux petit texte incorporé à l'été m'habite lui aussi encore. Écrivez-vous, Hubert Védrine, dans votre livre Camus, notre rempart, paru chez Plomb. En fait, votre passion pour Camus ne vous a jamais quitté. Et au cours donc de votre vie trépidante, vous le racontez, des rencontres vous ont envoyé des signaux camusiens, notamment celle avec René Char. Comment vos chemins s'étaient-ils croisés ? Eh bien, dans l'époque où je suis adolescent, et on écoute le disque, Marie-Claude Billet est l'assistante de mon père. Et il y a un groupe d'amis, familial, il y a tout un groupe autour de mes parents qui étaient des gens exceptionnellement accueillants, ouverts, rayonnants, tout ce qu'on veut. Et Marie-Claude en faisait partie. C'est une sorte d'amie d'enfance pour moi, une sorte de cousine, on va dire. Et longtemps après, elle devient la femme de René Char, après d'autres péripéties. Voilà.
Enfin, péripéties, le terme. Oui, non, oui. mais péripéties, on veut dire. Et vous Et oui. connaissez, Et quand- évidemment, vous connaissez et donc- l'œuvre de René Char. oui. Donc Et je quand- l'ai rencontré parce que c'est l'époque où René Char ne voulait pas donner ses archives, qui étaient magnifiques, aux archives de l'île sur la Sorgue, Oui, il avait, du Vaucluse. il avait des trésors de lettres, notamment des Trésors. échanges avec Camus, c'est Pas ça. que Camus, ouais. enfin, beaucoup d'autres, Ouais. toute l'après-guerre. Et donc Marie-Claude me demande de venir. Et j'ai passé 2 après-midi à l'époque avec mon épouse et mes 2 enfants. On était souvent dans le Luberon à l'époque, à essayer de convaincre Char qu'il pouvait avoir confiance aux institutions en question. Mais il s'en méfiait beaucoup. Il y a des gens qui s'étaient mal conduits pendant la guerre. C'est bon. Donc on a eu des discussions de ça. Et j'ai eu quelques contacts avec lui à partir de là. Évidemment, j'en ai profité. Et oui, vous J'ai l'avez fait parler. longuement questionné donc J'ai sur fait Camus. Qu'est-ce longuement, qu'il vous a c'est pas une raconté sur interview, non, Camus c'est ouais. Non, mais la façon d'en parler, ils étaient fraternels. Il suffit de voir les textes entre eux, les lettres, le visage de Char au moment de l'enterrement de Camus à Lourmarin. Enfin, c'était absolument fondamental. Et après que Camus ait loué différentes maisons dans le Luberon, dans le coin, finalement, il a trouvé une maison à Lourmarin, qu'il a acheté au docteur Bonneau. Mais donc Charles l'a conduit là. C'est l'époque où, quand ils sont pas très... ils s'entendent bien, mais ils sont pas aussi intimes qu'après. Camus lui dit « Aidez-moi à trouver, j'en ai marre de la pègre parisienne. » C'est la pègre intellectuelle. Hein. Oui, bien sûr. Pègre intellectuelle. Donc aidez-moi à trouver quelque chose. Et on voit bien que le Luberon est quelque chose qui lui rappelle un peu l'Algérois. Et puis, il laisse faire venir sa mère. Enfin, donc, Charles est très lié à ça. Donc, je suis enchanté d'avoir été associé, d'avoir pu échanger avec lui sur ce point. Oui, on peut dire que Camus s'y est vraiment senti heureux dans cette région de France. Dans la région, ouais. oui, mais dans la maison de Lourmarin, il en a bénéficié que 2 ans. Hein. Et oui, c'est ça, c'était la fin. Et oui, c'était en 58 et 56. Il y avait, ouais. alors, c'est pas le même pays, mais il y avait au moins la lumière, le soleil, la beauté, les saisons, enfin, tout l'ensemble provençal. Je voudrais revenir ouais. à la question qu'on posait à Hubert Védrine sur justement un peu d'Uchronie, mais au fond, est-ce que Camus, alors je rappelle, mort en janvier 1960, ça veut dire il y a presque 65 ans. Et donc avant l'indépendance de l'Algérie, par exemple. Donc 7 ans avant l'indépendance de l'Algérie. Je ne parle pas philosophiquement, parce que Dieu sait, ce serait une question idiote. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on vit dans le bouleversement du monde ? D'abord, il y a l'exigence d'éthique sur la langue. On l'a rappelé au début. Il faut nommer les choses justement. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Vous voyez à quel point on doit être malheureux en ce moment. Parce que bon. Donc il y a cet élément-là. Après, chacune des phrases, quand on les réentend, là, que ce soit sa voix à lui, ou Reggiani ou autre, vous voyez bien que ça résonne, même maintenant. Il y a une force incroyable dans la formulation. Donc il y a une sorte de génie de la maîtrise de la langue dépouillée. Après, je suis frappé en relisant de sa distinction permanente. Il est contre l'engagement. C'est pas un écrivain engagé. Ouais. Il est contre l'engagement, parce que l'engagement, c'est sartrien. Mais il était engagé, oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est par rapport à Sartre. Oui, mais il était engagé. Il dit on est embarqué. Ouais. On n'a pas le choix. On est embarqué dans notre époque, dans notre temps. Il faut se comporter bien par rapport à ça. Donc on a le droit d'être révolté, mais il n'empêche que ça ne justifie pas n'importe quoi. Donc il y a un fil conducteur. On peut continuer quelles que soient les époques. Après, donc, comme je l'ai dit, il a écartelé sa mère Algérie. Il n'aurait été manichéen sur rien, à mon avis. Dans tous les grands événements depuis, il n'aurait pas été des gens qui prennent totalement parti pour un camp contre un autre. Il n'y a pas le cœur du bien et le cœur du mal. Je crois, je ne peux pas le prouver, hein, ouais, c'est audacieux, sûr. Mais je ne crois pas qu'il aurait été comme ça. D'ailleurs, à un moment donné où il commence à être représenté comme moraliste, ou alors il y a la fameuse expression après pour classe terminale, si seulement c'était vrai, on pourrait dire. Si je suis enseigné en classe terminale, ce serait déjà super. Bon. Quand on le présente comme ça, il réagit contre ça. En disant oui, mais je ne suis pas comme ça, je suis plus compliqué. J'en ai marre de ce gargarisme moderne. Gargarisme. C'est tout le côté sur les valeurs, la morale, tout ça. Il est hyper moral, mais en même temps, il ne veut pas être ramené à ça. C'est ça. Et il décrit des situations complexes. Ce qui fait que je ne l'imagine pas du tout, moi, encore une fois,
n'importe qui peut me démentir, mais, mais restant dans hypothèse. le débat à Paris, les colloques, les trucs, bon, ça, je crois pas. Je l'imagine en ermite de Lourmarin. Est-ce qu'il était Et recevant à Lourmarin des personnalités, Personnalité. comme Jean Daniel, bien sûr. René Char, c'est son pote, c'est différent. Mais Simon Lest, des gens comme ça, vous voyez, Orwell, des gens comme ça, c'est ça que j'imagine. Et vous l'imaginez aussi en écolo convaincu Alors, il faut faire attention, certainement pas le mot attention écolo. Oui, faut faire attention au mot. Si on enlève du mot écologie le sens écologie politique, oui, d'accord, on peut dire ça, mais c'est pas du tout un écologiste politique. Aucun risque qu'il soit comme ça. Mais il a une telle sensibilité à la beauté, à la c'est très rare, nature, aux à animaux. la nature. Ouais. Je cite quelques passages, mais sa façon de parler de la nature, des plantes, des odeurs, de la chaleur des animaux. Donc je pense qu'il aurait été de plein pied dans l'idée que quand même le système hyperproductif incroyable depuis 2 siècles a mis en danger la vie sur la planète, quoi. Pas la planète, la vie sur la planète. Donc je crois qu'il aurait été plutôt comme ça. D'ailleurs, je reprends le discours de Suède. Chaque génération, sans doute, se croit avouée à refaire le monde. La mienne, c'est du moins qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. On ne le défasse pas. Ouais, on ne défasse pas. Bravo. Et donc, je l'applique à ça. Mais c'est une interprétation qui est la mienne. Hein. Mais c'est ce qui me paraît le plus solide, le plus actuel, le plus vivant aujourd'hui, en 2024. Ouais. Hubert Védrine, par rapport à son œuvre et par rapport à sa vie, puisque vous parlez de ça dans votre livre, on peut dire que c'était quelqu'un de courageux. Oui. Ça ne veut pas dire opposé à lâche, hein, mais courageux, ça veut dire qu'il prenait, chaque fois qu'il le pouvait, des positions, etc. D'abord, je trouve qu'il était courageux de dire ce qu'il a dit sur l'Algérie. Il aurait pu ne pas répondre ou trouver une formule en mélangeant les hypothèses. Je ne sais pas comment ça va tourner, il y a plein de scénarios, on verra bien. Bon. Non, il est courageux par rapport à ça. Après, je le trouve très courageux quand il résiste à la furie sartrienne de l'époque. En 52, oui. Sartre est un immense personnage, hein, je ne peux pas le diminuer. Et puis oui, parce qu'il est quasiment seul, en quelque sorte. C'est ce que c'est ça que je voulais dire. Et je dis au passage sur Sartre, il ne faut pas que les gens qui nous écoutent se trompent. C'est un immense personnage. Si on relit les mots, par exemple, on est ébloui. Chef-d'œuvre. Plusieurs préfaces, éblouissant. Il n'empêche que là, il est quand même à la tête d'une espèce de règlement de compte contre Camus. Et Camus résiste. Il est en situation de... Il est menacé d'être cancellé, pour parler des termes contemporains. La cancel culture. À peu près tous les intellectuels qui influencent les médias de l'époque, qui sont beaucoup moins influents qu'aujourd'hui, donc la presse écrite, les éditeurs, la vie intellectuelle dans le 6e arrondissement, etc. Il est mais très justement, seul, d'où il a tiré la force à l'époque pour résister à cette justement, je ne sais pas, de lui-même, de sa nature, de M. Germain. De ses origines, ses origines, la fierté de ses origines, le fait qu'en fait, fondamentalement, il n'est pas de ce monde-là. Et que quelque part, même si 99% des intellectuels de l'époque lui tapent dessus, il n'est pas du même monde. Donc il n'est pas déstabilisé personnellement. J'essaie de comprendre. Hein. Alors il a, à côté du René Char, donc son pote, il a, il y a Romain Gary, qui est un autre personnage inclassable, et il a Jean Guéhenno. Ouais, c'est ça. Ce sont à peu près les seuls qui le défendent. Donc il est en situation de harcèlement par la cancel culture de l'époque. Oui. Il résiste, il tient bon. Alors, du coup, il a envie de quitter ce monde parisien, d'où le Luberon, du L'Île-sur-la-Sorgue, puis Lourmarin. Et puis il va rester dans le débat, et puis il écrit, il publie le Premier Homme, il aurait continué à écrire d'autres... Il aurait écrit, hein. Mais je crois qu'il se serait détaché de ce milieu, parce qu'on n'aurait pas pardonné la distinction que je rappelais entre engagement et le fait d'être embarqué. Et en même temps, vous en parlez, Hubert Védrine, ce qui est formidable, parce que ça, c'est le côté politique, et en même temps, toute sa correspondance d'amour avec Maria Cazares, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait ça, il y avait le Camus politique, ou le Camus philosophe, et puis il y a Camus homme. Bien sûr. Homme amoureux. L'homme, c'est d'abord la fidélité au milieu d'origine, hein, la famille. Sans arrêt, il y revient, sa mère, c'est fondamental. Bon, le Camus homme et les femmes. Mais je ne crois pas qu'il aurait été démolissable, si je puis dire, par un courant féministe à l'américaine. Oui, vous dites qu'il aurait été étranger au MeToo, au hashtag. Cette ère-là, il n'aurait pas du tout adhéré. J'en sais rien, mais je pense qu'il n'aurait pas été tellement attaquable. Parce que c'est pas du tout un prédateur, en fait. Il n'y a aucune masculinité toxique, je le dis pour employer les termes d'aujourd'hui, chez lui. Et on voit bien des témoignages de femmes qui l'ont aimé
passionnément. Même sa femme qui pouvait en souffrir, mais il y a comme des attachements, ça n'a rien à voir avec le prédateur compulsif. Hein. Non, je crois que là-dessus, enfin, en tout cas, je parle à titre totalement personnel. Pas du tout, il n'y a pas de donjuanisme maladif. Oui, mais vous savez très très bien, enfin, la connerie contemporaine étant celle qu'elle est, on ne sait pas ce qui aurait été, mais il aurait été capable, puisque aujourd'hui personne n'est à l'abri de la connerie woke. Enfin, je dis à titre personnel. Mais si vous parlez de quoi, vous parlez du fanatisme en fait, voilà, pas la connerie. Voilà, je parle, mais du fanatisme qui s'apparente quand même à quelque chose d'une bêtise glauque. Mais je reviens à ça. En fait, mais il aurait été furieusement défendu par Maria Casares, par exemple. Ah oui, sûrement. Comme Catherine Deneuve aujourd'hui défend un certain nombre de gens. Juste un mot, Hubert Védrine. Au fond, Camus, c'est vrai, quand on regarde avec le recul, il avait cet extraordinaire sens de la nuance. Il n'a jamais été manichéen. C'est ça qui est très frappant quand on le relit. Enfin, je n'ai pas tout relu, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait ces mots extrêmement charnels, mais vous le racontez dans votre livre, c'est pas quelqu'un qui était engagé, mais pas dans le côté « c'est moi le camp du bien et c'est vous le camp du mal ». quoi. Il est très équilibré. D'ailleurs, il y a des passages où il se définit comme étant étranger au monde chrétien. Au monde chrétien, mais il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'agressivité, mais c'est quand même un monde qui a déterminé le bien et le mal, quoi. Il y a la vérité et ce qui n'a pas été révélé. Donc il est plutôt inspiré par l'idée qu'il se fait de la philosophie grecque. Il revient sans arrêt au principe d'équilibre. Donc contre la démesure, contre l'hubris. Donc il y a un élément fondamental chez lui qui le guide et qui, je crois, là on ne peut pas se tromper, ça aurait continué à le guider. Juste un mot, avant 58, De Gaulle arrive au pouvoir. Il a pris position. Alors, on dit qu'il l'a vu, mais il n'y a pas de résultat de l'échange. Mais si on reprend les conversations, par exemple, de Jean Daniel, dont je parle beaucoup parce qu'il a quand même, ils se sont connus, et puis Jean Daniel s'identifie à lui à certains moments. Oui, vous dites de lui qu'il a été effectivement votre intercesseur avec le Camus chamanique, en quelque sorte. Non, le chaman, c'est Jean Daniel. Oui. Donc, il est l'intercesseur pour moi qui suis passionné par tout ça. Je fais parler Jean Daniel chez Camus, comme si, vous voyez, on faisait tourner les tables. Genre Victor Hugo. Daniel, il s'habillait comme Camus, il mettait son par-dessus, quand même, l'imperméable. Jean que j'adorais, on a une relation magnifique. Ouais. Jean Lacouture, Jean Daniel, bon, on a une relation magnifique. À un moment donné, il avait dit qu'il s'était débarrassé de ce despotisme. Parce qu'il avait sans doute été trop loin dans l'identification, dans le regard des autres. Il a une pensée à lui. Mais tout ce que Jean Daniel a écrit, qui a été rassemblé dans un livre passionnant, par Sarah Daniel et par son compagnon, est très très fort, c'est complètement camusien par rapport à ça. Et Jean Daniel dit sur l'affaire de l'Algérie que Camus était quand même plus lucide qu'eux, plus tragiquement lucide, à l'avance. Donc c'est pas absurde de lier les deux, en réalité. Bien sûr. La profondeur de leur désaccord sur l'Algérie a été la cause de la rupture de leur amitié. Mais je ne sais pas s'il y a une vraie rupture, en fait. Mais ils ne se sont pas parlé pendant des années. Oui, ils ne se sont pas parlé, parce que oui, mais il y a plein de gens qui ne se sont plus parlé. L'époque était et en même temps, ils destructrice. Bon. Et quand il y a le Nobel, et que Jean Daniel lui écrit, pour lui dire quand même son admiration, son affection, etc., Albert Camus lui répond en disant l'essentiel, c'est que nous soyons, vous et moi, partagés là-dessus, que nous en souffrions. Ouais. Donc il y a quand même quelque chose, ils se seraient évidemment réconciliés après. D'ailleurs, quand j'imagine, moi... Et ils n'ont pas pu se réconcilier, non, effectivement, malheureusement. Et quand j'ose imaginer Camus, l'ermite de Lourmarin, là, j'imagine Jean Daniel, là, très souvent. J'imagine un long livre d'entretien énorme entre les deux. Eh oui. Best-seller. Mais Camus serait occupé du théâtre que Malraux voulait lui donner. C'est vrai. Eh oui, mais il y aurait ce lien avec le Paris, non pas mais le Paris du théâtre. Là, on peut rêver à Hubert Védrine, mais vous avez raison de rêver. Et oui, Camus, notre rempart, on va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. L'obsession de la moisson et l'indifférence à l'histoire, écrit admirablement René Char, sont les deux extrémités de mon arc. Si le temps de l'histoire, en effet, n'est pas fait du temps de la moisson, l'histoire n'est qu'une ombre fugace et cruelle où l'homme n'a plus sa part. Qui se donne à cette histoire ne se donne à rien.
et à son tour n'est rien, mais qui se donne au temps de sa vie, à la maison qu'il défend, à la dignité des vivants, celui-là se donne à la terre et en reçoit la moisson qui ensemence et nourrit à nouveau. Pour finir, ceux-là font avancer l'histoire qui savent, au moment voulu, se révolter contre elle aussi. Cela suppose une interminable tension et la sérénité crispée dont parle le même poète, mais la vraie vie est présente au cœur de ce déchirement. Elle est ce déchirement lui-même, l'esprit qui plane sur... Eh oui, l'homme révolté par Albert Camus, André Berkoff. Hubert Védrine, vous avez été ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002. Aujourd'hui, vous menez diverses activités, notamment des activités de conseil en géopolitique. Quelle analyse faites-vous du conflit au Proche-Orient ? Moi, j'admire la petite minorité en Israël, qui à l'époque dite 5 rabbins, s'était résigné à ce qu'il y ait un État palestinien. Et la minorité du côté palestinien qui s'était résignée à reconnaître l'existence d'Israël et son droit à la sécurité. Donc j'ai connu cette période extraordinaire, on pouvait espérer qu'il y ait une solution, qui a duré une quinzaine d'années. Parce qu'il y a Rabin, le plus courageux, c'est l'homme le plus courageux que j'ai vu de ma vie. Après, il y a eu assassiné par un Israélien fanatique. Après, il y a eu Pérez, il y a eu Ehud Olmert, il y a eu Ehud Barak, et même Sharon à la fin. Et puis, j'ai connu le contraste, c'est-à-dire la quinzaine d'années dominante par Netanyahou, qui dit lui-même qu'il est le rempart contre l'État palestinien. Il n'y en aura jamais. Les Palestiniens donc, aussi, il y avait une minorité. Moi, je pense qu'il faut revenir à ça. Ouais. Mais ces deux minorités, très courageuses, menacées par leurs propres extrémistes, et si jamais ça redémarre, il faudra qu'ils soient très bien protégés, immédiatement. Parce que ces gens-là ont été menacés dans leur propre camp. Après, il y a tout un cheminement, mais il y a eu beaucoup de tentatives qui n'étaient pas très loin d'une solution, qui ont échoué. Donc aussi curieux que ça puisse paraître après les horreurs du 7 octobre et les horreurs de la guerre de Gaza, je ne suis pas totalement pessimiste. Il y a quand même pas mal de gens en Israël qui acceptent l'idée comme étant l'idée de l'État palestinien, qui est la seule qui puisse garantir... Est-ce qu'il y a, à votre avis, des gens du côté palestinien et autres qui acceptent l'idée de l'État israélien ? Alors, du côté palestinien, c'est évident, mais il faut évidemment juguler les extrémistes maximalistes, Hamas, frères musulmans, donc faire ressurgir un interlocuteur palestinien crédible au lieu de le démolir. Bon. Et du côté du monde arabe, les dirigeants s'en touchent pour un accord, et les peuples, s'il n'y a pas de solution pour les Palestiniens, ils seront toujours opposés. S'il y a une solution acceptable, c'est gérable. La solution à 2 États, en fait, c'est la seule possibilité, il n'y a pas d'alternative. Non, il y a d'autres scénarios où Israël élimine tous les Palestiniens, un scénario où les Arabes éliminent Israël, un scénario monstrueux. Donc la seule solution, il n'y en a pas 36, c'est celle-là. Et oui. Et à propos de l'Ukraine, alors vous avez déclaré au JDD le 19 février dernier, il faut empêcher par tous les moyens Vladimir Poutine de gagner. Mais comment est-ce possible selon vous, Hubert Védrine ? C'est ce que les Américains viennent de décider en revotant finalement, même Trump a été pragmatique. Il a laissé les Trumpistes de la Chambre des représentants voter les 61 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine. Il faut empêcher Poutine de gagner contre l'armée ukrainienne. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec la ligne Biden depuis le début. Empêcher Poutine de gagner sans se laisser entraîner dans l'engrenage de la guerre à la Russie. Ça, c'est la bonne ligne. Et ce qui s'est passé récemment... alors, c'est un progrès. Ça m'a pas étonné parce que c'est pas possible pour l'Amérique qui veut devenir numéro 1 mondial en dépit des défis chinois. À cause des défis chinois. Pas possible de laisser perdre l'Ukraine. Mais cela dit, ça ne me conduit pas à imaginer une solution. Parce que même si c'est équilibré, ça conduit, que ce soit Trump ou Biden, à un moment donné une sorte d'enlisement, d'arrêt des combats. Passer de ça à une négociation, à une solution, c'est une autre paire de manches. Mais voilà où j'en suis. En fait, Hubert Védrine, vers l'Europe de l'Est compliquée, vous ne volez pas avec des idées simples. Non, d'abord, je ne suis pas le général de Gaulle, puisque vous citez ces remarques sur le Proche-Orient. C'est pas là où il a été le mieux, d'ailleurs, de Gaulle en 1943, sur le Proche-Orient. C'est vrai. Un immense personnage, bon. Donc, il y a ce scénario sur l'Ukraine. Je pense, comme les vieux réalistes américains, qu'il aurait fallu traiter la question autrement, plus intelligemment, avec plus de ruses stratégiques dans la décennie 90. Mais les dernières années, il fallait être plus dissuasif par rapport à
à Poutine. Et même si je ne crois pas qu'il veuille attaquer l'OTAN, alors que l'OTAN est quand même renforcé, réarmé, etc., il faut pas créer d'occasion ni d'ambiguïté. Donc je suis tout à fait favorable à l'augmentation de la défense des pays baltes ou les environs de la Moldavie, etc. Donc il ne faut pas être trop naïf. En tout cas, lisez Camus, notre rempart. Et oui, paru Camus. On ne va pas faire du chrony, mais lisez le fondamental, parce que Camus, c'était l'écrivain du fondamental. Hubert Védrine, merci d'être venu sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie.